demander à Alvaro Mutis, qui doit être quelque part, je vois pas avec les... Ah voilà, Alvaro, qui a mis sa casquette. Alors je vais vous raconter une anecdote pendant qu'il s'installe. On va libérer Louise peut-être, si là. Et Claude. On a une exposition d'un membre ancien de la famille d'Alvaro à la Maison des Écrivains. Oui, justement. On va lui en faire parler. Un grand botaniste. Merveilleux botaniste. On n'avait pas prévenu Alvaro. Personne ne vous l'avait dit, j'espère. On avait dit qu'on gardait secret jusqu'à votre arrivée, Alvaro. Cette exposition qui se trouve à la Maison internationale des Écrivains et des Poètes. Mais j'ai vu dans les programmes qu'on m'a dans les trains. Ouais. Alors, j'étais vraiment surpris et très content, naturellement. Ravi. Qui est Celestino dans votre lignée familiale? C'est le frère de mon arrière-grand-père. Ouais. Et c'était un grand naturaliste. Il était un naturaliste, il était médecin, il était astronome et il a été en contact avec Linné. Il était un ami de Humboldt aussi. Et alors, il avait l'idée de faire le catalogue de la flore dans l'Amérique équatoriale pour voir si ces catalogues correspondaient à la classification de Linné. Et Linné aussi était très intéressé à ça. Vous savez, Linné, c'est les grands botanistes de l'Occident qui a catalogué toutes les plantes. Et c'est comme ça que s'est organisée la expédition botanique à la Nouvelle-Grenade. Et il est resté là, il était professeur dans une école dans laquelle aussi j'ai beaucoup 3 siècles après, ou 2 siècles après, j'ai fait mon bachot. Et j'ai essayé de faire mon bachot, parce que je n'ai pas fini. Ah ben la preuve que ça ne pèse pas trop sur l'avenir. Il a amené 2 peintres. Et un des peintres, le nom d'un des peintres, c'était Matisse. Et ça a créé pas mal de confusions. Ah oui. Mutis et Matisse. Mais vraiment, le peintre, c'était Matisse. Et il a fait de planches sur chaque fleur, chaque plante. Et cette exposition, c'est vraiment d'une beauté extraordinaire. Voilà. C'est pas parce que ça appartient à la famille, ça n'appartient pas à ma famille naturellement, ça appartient au Jardin botanique de Madrid et c'est comme ça. Alors cette exposition est donc en place à la Maison internationale des Écrivains et des Poètes. Je vais vous libérer parce que je sais que tout à l'heure encore vous allez prendre la parole et vous avez besoin de faire une pause certainement. Merci encore Claude, merci Louis Smithson. À la Maison internationale des Écrivains et des Poètes qui se trouve intramuros. Bien sûr, vous demandez dans les points information, etc. Si vous ne connaissez pas la ville, comment vous y rendre, on vous renseignera. Alors Alvaro, oui je disais, a mis sa casquette aujourd'hui. Alvaro Mutis, qu'on ne voit pratiquement jamais sans sa casquette, pour une fois qu'on faisait une toute petite traversée en bateau entre Saint-Malo et Dinard, avait les cheveux au vent, et d'ailleurs était très mal à l'aise. C'était quoi? J'ai oublié ma casquette. J'ai oublié ma casquette. J'ai trahi ma casquette. Ah oui, j'ai trahi ma casquette malouine que j'aime beaucoup. Alors, Alvaro Mutis, il y a une actualité qui paraît chez Grasset, dont on va parler tout à l'heure. Et puis, hier soir, nous recevions ce cafetière Edoui Plenel pour son voyage avec Colomb, qui est un journaliste au Monde et qui vous a rencontré pour le journal Le Monde, dans l'un de ses voyages, puisque vous vivez au Mexique. Comment est-ce que vous qui êtes colombien, qui vivez au Mexique, comment est-ce que vous vivez cette idée du 5e centenaire depuis 2 jours et demi maintenant, ici, plusieurs personnes sont là, disent mais si, découverte, mais si, il faut commémorer, certains sont violemment contre. Comment est-ce que vous, en tant que vivant là-bas et en tant qu'écrivain, comment est-ce que vous vivez tout cela? Je l'ai dit déjà tellement de fois que... Enfin, mais c'est la première fois ici. Je ne suis pas contre, je suis complètement, totalement indifférent. Parce que je suis contre les célébrations. J'ai dit déjà que l'histoire ne fait pas de célébrations. L'histoire fait des bêtises de temps en temps, des horreurs presque tout le temps, mais les célébrations, ça appartient à la bureaucratie, à une chose qui n'a aucune relation avec le fait qu'on célèbre. Alors, on a fait de cette histoire de la découverte de l'Amérique tout un montage rhétorique qui, vraiment, je déteste. Je trouve que, d'abord, il n'a pas eu de découverte de l'Amérique. J'espère qu'un jour, on va nous découvrir. Maintenant,
il n'existe pas la découverte, comme connaissance profonde d'un continent si complexe. Alors, toute l'histoire de Colomb, d'abord, Colomb, pour moi, c'est un voyou. C'était un voyou, il était en prison parce qu'il a fait de crimes et de dégâts horribles quand il est arrivé. Et sa famille, encore pire, son fils, il a vendu des Indiens comme des esclaves. Toute l'histoire a commencé par cette fameuse famille. Alors, je ne veux pas faire aucune célébration sur ce monsieur. Et je regrette d'être tellement, emphatique, mais c'est comme ça que je vois la chose, non? Il était surprenant. Il était une personne vraiment, une espèce de voyou un peu fou. Ses côtés fous et ses côtés voyous m'intéressent beaucoup. Parce que le personnage de mes romans, Macrol Le Gavier, était aussi un fou et un filou de temps en temps. On va le retrouver d'ailleurs, Macrol Le Gavier, dans ce livre d'Alvaro Mutis, paru aux éditions Grasset. Comment est-ce qu'on prononce le titre ? Je me méfie toujours, je suis tellement nulle. Macrol Le Gavier, le titre, Le Beau Visage, Un bel morir. Oui, un bel morir, ça vient d'un... Un bel morir. Un bel morir. Ça vient d'un sonnet de Pétrarque qui dit « Un bel morir tutta una vita honora ». Un bel mourir honore toute une vie. C'est une traduction qui n'est pas exactement très heureuse. Et c'est pour ça que l'éditeur a préféré de rester dans le titre italien, que de toute façon, c'est un Pétrarque, c'est assez connu, j'espère, pour qu'il n'y a pas de problème avec ce titre. Alors on parle de celui-ci d'abord, puisqu'on parle de Macrol Le Gavier. Oui, Macrol Le Gavier, c'est le héros les autres romans qui ont déjà apparu, qui vont paraître dans les Cahiers Rouges maintenant. On le retrouve quand même dans Le Dernier Visage d'ailleurs. Oui, on le retrouve aussi, toujours partout. Il y a 3 autres romans qui vont paraître. Qui aussi s'occupe de Macrol. Alors j'avais entendu dire pourtant que, je ne sais pas, j'avais dû mal écouter, que vous aviez un petit peu envie de vous en séparer de votre Gabier. Non, pas du tout. Non. Non, parce qu'il ne va pas permettre ça. Il ne va pas se laisser faire, insiste. Il est pressant tout le temps. Alors là, dans Un bel morir, on le retrouve qui traîne sa solitude et ses livres savants à travers le monde, comme d'habitude. Mais là, il a trouvé une sorte de port d'attache. Un port d'attache assez provisoire et assez dangereux. Oui. Il a risqué de laisser sa peau là. Et dans les autres livres qui vont paraître... dans 1 an, 2 ans, je ne sais pas, ça dépend de l'éditeur, vous allez voir qu'il n'y a pas de port d'attache pour Macrol. Oui, mais alors là, il est un petit peu fatigué de errer, il a envie de te poser un petit peu son sac, et en fait, il va poser son sac chez une logeuse, Doña Ampera. Aveugle, Empera, oui. Une logeuse aveugle avec qui il va discuter. Oui. Il a discuté sur les princes de ligne, ses mémoires, et sur la vie de Saint François d'Assise. Mais de toute façon, je peux vous informer et informer mes lecteurs, si ça existe en France, que Macrol, la dernière fois que je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il veut rester maintenant tranquille à Majorque, à Poyensa, et il a tenu sa parole, il est là, mais il faut se méfier, parce qu'il m'a dit ça pas mal de fois. Oui, et moi je suis quand même très déçue parce que je pensais qu'au moins une fois vous l'amèneriez à Saint-Malo, au Festival Étonnant Voyageur. Je viens de terminer une nouvelle qui se passe à Saint-Malo avec Macrol. Oui. Ça commence. C'est dans le prochain. Ça commence à Saint-Malo, je crois. Hein, c'est dans le prochain. Hein. Oui, l'année prochaine, oui. Et ça, c'est né. Vous nous aviez promis, plus ou moins à la fin du premier festival, il y a 3 ans, que vous parleriez de Saint-Malo. Et c'est fait alors. Quelle bonne mémoire. Hein. Oui. J'ai tenu ma promesse. Parfait. Alors, Le Dernier Visage. Alors, ce sont des nouvelles que vous avez écrites. Ce sont des nouvelles
quelques-unes de ces nouvelles ont été écrites il y a 30 ans. Et seulement, il y a une nouvelle sur un peintre, Alejandro Obregón, un grand ami à moi qui vient de mourir, et que toute la vie, je pensais que c'était presque obligatoire de le faire connaître, Macrol. Alors j'ai écrit cette nouvelle de la rencontre de Macrol avec Alejandro Obregón. Oui, c'est la dernière nouvelle de C'est la de dernière ce livre. nouvelle. Les autres nouvelles, ce sont deux nouvelles qui n'ont rien à voir avec Macrol, mais qui, de toute façon, ont certaines des obsessions qu'on pouvait dire appeler macroliennes. Oui. Alors il y en a, bon, elles sont, c'est vrai, très différentes. Elles nous entraînent dans des endroits très différents les unes des autres. On passe de l'univers clos d'une plantation en Colombie. Moi, j'aime beaucoup celle-là. J'aime beaucoup la manière dont vous présentez petit à petit. Vous nous mettez l'eau à la bouche comme ça en présentant chaque personnage. Et chaque personnage est important. On se demande quel va être le personnage principal parce que on se dit quand même, il y en a bien un qui a plus d'importance que les autres. Mais non, tous ont une consistance tellement. Mais vous pensez qu'il n'y a pas un personnage principal, là? La Machiche, c'est pas... si, sûrement, sûrement, mais il faut peut-être pas trop le dire parce qu'il y a une sorte de suspense aussi qui se crée au début de cette nouvelle. Il y a aussi les carnets du Palais Noir. Alors ce Palais Noir, dites-nous de quoi il s'agit. Le Palais Noir, c'était une vieille prison de Mexico qui s'appelle la prison de Lecumberri. Maintenant, c'est fermé. On l'a arrangé pour recevoir les archives de la nation. Et c'est une prison dans laquelle j'étais 15 mois. Par extradition, le gouvernement militaire de mon pays me demandait et on m'a mis en prison là pendant 15 mois. Et c'est une prison très bizarre parce que c'était construit par un dictateur, le dernier dictateur de Mexico qui s'appelle Porfirio Díaz. Et il a demandé un jour quelle était, en 1909-1908, quelle était la meilleure prison du monde, la plus parfaite, la plus contrôlée. Et on l'a dit, c'est la prison de Bordeaux. Il a demandé les plans de la prison de Bordeaux et il a dit, on va faire le double de ces plans. S'il dit 10 mètres, on va mettre 20 mètres. S'il dit 2 mètres, on va mettre 4 mètres. Et c'est pour ça que cette prison, c'est d'une proportion monstrueuse. Qu'on ne se rend pas compte. Quand on entre là, on ne se rend pas compte d'une disproportion qu'il a. D'une disproportion, c'est bien en français? Oui, disproportion. Oui. D'une disproportion qui maladive, horrible, qu'on ne se rend pas compte exactement où est l'horreur de tout cela. Et pourtant, les nouvelles sont très dures, hein, les nouvelles du Carnet Noir. Ce sont des anecdotes que j'ai vécues, oui. J'ai une dernière question, Alvaro Mutis. Puisque vous parlez tellement bien le français, quand vous écrivez en espagnol ou vous pouvez maintenant écrire directement en français? Non, ça serait vraiment un privilège d'écrire en français. Mais même avec la grammaire espagnole, j'ai déjà pas mal de problèmes. Alors, avec la grammaire française, vraiment, non, je ne risque pas cette épreuve. Mais je voudrais un jour, parce que pour moi, la langue française, il y a des choses dans lesquelles le plus important, c'est la sensibilité, que je pense que seulement on peut le dire en français. Et c'est pour ça que quelques traducteurs de mes livres en français ont dit que je pense en français et j'écris en espagnol. C'est pas vrai. Non, j'écris en espagnol. Mais enfin, ça serait un jour, mais ce jour n'existera pas. Non.